Madame, Monsieur, bonsoir. 20h le journal, voici les titres. Troisième jour de guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Le conflit s'élargit à d'autres régions. Les risques sont insoupçonnés. Le transport aérien bouleversé. Le monde retient son souffle. Le point en début d'édition avec Abdoulaye Cissé. Guédé Village réclame l'appui de l'État pour un encadrement de la traversée du fleuve. 4 talibés y ont perdu la vie samedi par noyade. Le CNRA devient Conseil national de régulation des médias. C'était dans les tiroirs il y a 9 ans. Le point dans ce journal. Et puis du basket, les éliminatoires du Mondial Qatar 2027. Le Sénégal conclut le développement. Abdoulaye Cissé, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Vous êtes avec nous ce soir pour nous permettre de mieux comprendre la guerre États-Unis-Israël contre l'Iran et subséquemment l'embrasement du Moyen-Orient qui va certainement perturber les équilibres géostratégiques et géopolitiques. De quoi cette guerre est-elle le nom? Dit comme ça, rien. Elle serait le nom de rien parce qu'une guerre, on la déclenche en général quand toutes les voies du dialogue sont épuisées. Or, cette guerre, elle est déclenchée pendant qu'on était le plus proche d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Un accord ne veut pas dire que toutes les parties sont satisfaites de ce qu'on va mettre sur le papier. Mais au moins, les discussions étaient en cours. La preuve, il y avait encore des émissaires américains, notamment le secrétaire d'État Marco Rubio, qui étaient encore dans la zone de conflit, à rencontrer encore des parties prenantes, notamment des émissaires du Golfe, notamment des Qataris qui étaient très impliqués, des dirigeants de Oman qui étaient très impliqués dans cette médiation. Donc une guerre, on la déclenche quand il y a une voie sans issue de pourparlers. Or, en l'espèce, c'est dans cette étape-là que Donald Trump était le plus proche possible de trouver un accord sur le nucléaire iranien. On aurait pu attendre au moins d'avoir cet accord-là pour voir si c'est un accord à minima ou pas, si c'est un accord satisfaisant ou pas. Toujours est-il que l'Iran avait donné des gages qu'il n'enrichissait pas l'uranium à un certain degré, mais qu'il ne comptait pas non plus renoncer au programme qu'il était en train de mener. On aurait pu au moins attendre la fin des pourparlers, au moins donner une chance à toutes ces médiations-là, mais c'est au moment où on s'attendait dans le courant du week-end dernier, samedi, puisque la guerre a été déclenchée samedi, que par surprise, les Américains ont déclenché cette guerre de façon peut-être, allez, on peut le dire, de façon très lâche d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, il y a une façon de déclarer une guerre, là, une façon de déclencher une guerre. Et manifestement aussi, le plan était bien ourdi pour surprendre l'adversaire, décapiter notamment au moins la chefferie de la République islamique d'Iran, et c'est ce qu'ils ont fait. Et cela ne donne pas une chance à la paix dans la zone, même s'ils peuvent gagner la guerre, mais cela ne donne pas une chance à la paix dans cette zone. Pourquoi cette guerre a si vite et si intensément impliqué tous les pays autour et embrasé tout le Moyen-Orient? Mais parce que, figurez-vous, c'est les États-Unis qui sont entrés en guerre contre l'Iran. Évidemment, Israël est entré en guerre aussi contre l'Iran. Israël peut le faire parce qu'Israël est très proche de l'Iran. Mais les États-Unis, figurez-vous, les États-Unis ne peuvent pas déclencher une guerre contre l'Iran à partir de leur territoire. Cela veut dire qu'ils ont le soutien de toutes ces bases militaires qu'ils ont dans la zone. Les États-Unis ont une base militaire à Oman. Ils ont une base militaire au Qatar, à Doha. Ils ont ce qui est une base civile mais très militarisée dans un port à Dubaï, par exemple, qui fait partie des Émirats. Ils ont une base militaire en Arabie Saoudite. Et ce sont toutes ces bases militaires-là qui sont en soutien à la stratégie américaine. Évidemment, on le sait, le porte-avions Ford mouille et permet aux avions de décoller. Mais toutes ces bases militaires-là, dans cette zone, sont en soutien à la stratégie américaine. Or, les États-Unis n'ont pas pu frapper l'Iran depuis les États-Unis parce que le point le plus proche de l'Asie est à au moins 5000 km. C'est l'Alaska qui est le plus proche. Mais les bases américaines, si vous les calculez, ils sont à plus de 10 000 km. Ils n'auraient pas pu déclencher cette guerre-là à 10 000 km. L'Iran aussi ne peut pas riposter contre les États-Unis pour aller
envoyer des missiles longue portée à 10 000 km qui ne pourront pas les attendre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils considèrent que tous ces pays qui ont aidé les États-Unis à soit utiliser leur territoire ou à être en soutien logistique à cette guerre qui est déclenchée contre l'Iran font partie des cibles. Et l'Iran ne se défend que par les moyens dont il dispose. Et ce qui explique que l'Iran frappe ces pays qui ont des bases militaires américaines. Évidemment, les cibles, finalement, elles ne sont pas que militaires. Parce que l'Iran se défend en essayant aussi d'avoir un coût économique à cette guerre, en bloquant le détroit d'Ormuz déjà, qui est l'un des détroits les plus fréquentés, en frappant aussi des cibles pour avoir un impact économique sur cette guerre. Il faut s'attendre dans les jours à venir que le cours mondial du pétrole et autre chose grimpe, puisque l'une des plus grandes raffineries de gaz liquéfié au monde, qui se trouve ici au Qatar, est déjà perturbée, puisque le Qatar a annoncé avoir suspendu cette raffinerie-là, produit 10% du gaz mondial. Donc ça aura un impact. Et à défaut de prendre le dessus sur le plan militaire, l'Iran essaye de frapper les intérêts américains dans toute cette zone avec des pays qui étaient peu ou prou des pays amis. Il y a des pays, bien sûr, qui ne sont pas en odeur de sainteté avec l'Iran, notamment c'est l'Arabie Saoudite, mais il y a des pays comme Oman, des pays comme le Qatar, qui étaient même médiateurs dans ce conflit, qui étaient un peu en de bons termes. Au moins, il y avait une discrimination positive envers l'Iran pour continuer à discuter, mais finalement, l'Iran ne fait pas la distinction, puisque l'Iran ne peut frapper que les intérêts américains dans ces pays-là où l'Amérique dispose de bases militaires. Cette guerre, Abdoulaye, en dit beaucoup sur la course aux armements. Dans un discours fondateur aujourd'hui, le président Emmanuel Macron a engagé la France dans un nouveau paradigme, la dissuasion nucléaire avancée. Cette guerre, elle dit beaucoup aussi sur la course des puissances occidentales à implanter des bases militaires un peu partout, peu ou prou. Voilà qui fait du Sud global les acteurs passifs de toutes les guerres entre puissances mondiales. Vous savez, il y a quelque chose qui nous ramène à notre propre actualité. Je vous expliquais tout à l'heure que l'Amérique dispose de bases militaires dans tous ces pays et il utilise ces bases militaires aussi bien en soutien logistique, en renseignement et autres pour mener cette guerre-là contre l'Iran. Ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à toutes ces bases militaires dans le Sud global. Quand on dit le Sud global, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud, c'est tous les autres pays où ces grandes puissances-là sont dans une course à installer des bases militaires. Des bases militaires, pour ramener ça à une actualité de chez nous, finalement, ça sert à ça pour ces grandes puissances-là. Pas que pour signer des accords de coopération militaire. Évidemment, c'est encadré, c'est entouré dans des accords de coopération militaire, mais ça permet au moins à ces grandes puissances-là d'avoir pied, de pouvoir se rapprocher de toutes ces zones où ils peuvent avoir des conflits. Puisque, je le répète encore, les États-Unis ne pourraient pas déclencher une guerre pour intervenir en Afrique quelque part, sinon une base proche. La France n'aurait pas pu mener sa guerre en Côte d'Ivoire s'il n'avait pas une base ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Il n'aurait pas pu intervenir si rapidement au Mali s'il n'avait pas une base ici à Dakar ou au Niger ou au Tchad. C'est ça l'enjeu de cette course à l'armement par l'implantation de bases militaires. Évidemment, vous l'évoquiez aujourd'hui, c'est vrai, c'est un discours fondateur et vous faites bien de le dire parce que c'est une séquence très très importante qui s'est jouée aujourd'hui dans la géopolitique mondiale et qui était portée par le président Emmanuel Macron, mais même le lieu a été bien choisi. L'île Longue. Et comme s'il parlait pour l'Europe, mais il se place sur une autre séquence de cette course à l'armement, mais surtout de la puissance nucléaire dissuasive. Et c'est aujourd'hui que la France montre qu'elle est encore une puissance militaire et qu'elle a une puissance nucléaire dissuasive et qu'elle sait être un grand pays militaire, même si elle n'a été ni impliquée, ni informée de la stratégie américaine pour mener cette guerre. Cela veut dire quoi? La France, vous restez en dehors de cela, ce ne sont pas vos intérêts, même si aujourd'hui la France trouve que les frappes iraniennes sur les autres pays menacent ses intérêts et qui fait dire à la France, nous serons capables d'entrer en guerre contre l'Iran. Encore une fois, vous vous imaginez, tout le monde se ligue contre l'Iran parce que l'Iran frappe des intérêts qui peuvent perturber la géopolitique mondiale. Alors que la France était un pays presque médiateur aussi, très proche de la Syrie,
très proche même de l'Iran. À un moment donné, la France a été médiateur dans ce conflit. Mais puisqu'on frappe les intérêts des uns et des autres, sur notamment ce gaz-là qui est important pour tout le monde, sur ces bateaux qui ne peuvent plus passer par les détroits d'Ormuz, qui sont obligés, pour certains, les plus grands armateurs, ont décidé de contourner, mais ça va avoir un coût évidemment financier sur les produits, sur le commerce mondial. Cette France pourrait entrer en guerre contre l'Iran pour défendre ses intérêts. Non pas que l'Iran frappe la France, mais parce que l'Iran frappe et détruit des infrastructures pour dont dépendent des intérêts français. Et la suite, c'est quoi? C'est de montrer que la France a une puissance nucléaire. Et le président Emmanuel Macron fait entrer aujourd'hui la France dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire la puissance nucléaire avancée. Et il instruit les armées françaises de ne plus dévoiler, parce qu'on avait une tendance à évoquer la puissance nucléaire pour faire peur. Mais aujourd'hui, le président Emmanuel instruit la France de ne plus dévoiler sa force de frappe, de ne plus dévoiler ni les munitions, ni l'effectif, ni autre chose, puisqu'on rentre dans un nouveau paradigme aujourd'hui. Cette puissance nucléaire dissuasive doit rester, mais évidemment, la France se prépare contre autre chose, puisqu'elle a d'autres préoccupations aussi dans cette guerre Russie-Ukraine. Et c'est en cela que nos pays doivent comprendre que ce qui se joue ailleurs nous concerne directement. Et ce que nous faisons aussi aujourd'hui dans nos territoires, en rapport avec ces grandes puissances-là, peuvent se retourner demain contre nous ou être à notre avantage, mais c'est aux dirigeants de le savoir. Oui, vous avez dû voir certainement ce communiqué du ministère des Affaires étrangères qui écrit que face à l'évolution de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, ils invitent les ressortissants sénégalais établis de façon permanente, temporaire ou en déplacement dans la région à se conformer strictement aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures de sécurité dans leur lieu de résidence. Vous évoquez le Sud global, mais cette guerre, y a-t-il une voix africaine en réalité qui s'exprime ou qui peut s'exprimer, susceptible de jouer une partition et d'être entendue? Non, clairement, non. Mais ce n'est pas spécifique à l'Afrique. J'évoquais tout à l'heure la France, cette grande France de Dominique Villepin, qui intervenait face à Colin Powell dans une autre guerre, il n'y a pas très longtemps, des États-Unis contre l'Irak. Cette grande France-là avoue n'avoir été ni impliquée, ni informée. La Grande-Bretagne, dont le Premier ministre a avoué qu'il ne savait absolument rien de ce qui se concoctait, de comment cette guerre a été menée, jusqu'au moment où les États-Unis ont demandé à la Grande-Bretagne de leur permettre d'utiliser une de leurs bases britanniques à Oman pour permettre la riposte. Et la Grande-Bretagne a avoué avoir réfléchi, puisqu'elle ne voulait pas être dans l'offensive, ni participer à la guerre. Mais comme les États-Unis ont prétexté que c'était pour la défense de la zone, en réaction aux drones et aux missiles lancés par l'Iran, la Grande-Bretagne, figurez-vous, a donné autorisation à l'Amérique d'utiliser cette base. Donc si ces pays, grands pays qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, on n'entend pas encore ni la Russie, ni la Chine, donc ce n'est presque pas une honte pour l'Afrique de ne pas être audible. Mais ce communiqué-là, c'est le moins que l'on puisse faire, puisqu'il faut le dire. Il y a énormément de Sénégalais dans cette zone de conflit. Alors, on est en période de Ramadan. Beaucoup de Sénégalais sont encore bloqués, soit au petit pèlerinage de la Umrah, ou sont encore à Dubaï. Et à ce titre-là, l'État doit, oui, prendre les dispositions. Ça, c'est le moins qu'on puisse faire. Maintenant, qu'une voix qui s'exprime pour arrêter Donald Trump, honnêtement, il n'y a personne pour l'arrêter. Il n'y a même pas le dispositif des Nations Unies pour l'arrêter, puisque, pardon pour le terme, il s'en fiche complètement. Il ne cherche même pas l'onction. Il ne cherche même pas l'onction des Nations Unies, en fait, pour faire ce qu'il fait. Dans d'autres temps, au moins, on cherchait à entourer les interventions américaines par un semblant de légalité, mais il n'y a rien qui puisse justifier cette légalité-là. Et figurez-vous, les États-Unis osent menacer l'Iran de représailles pour chaque militaire américain qui serait tombé. Or, l'Amérique a bombardé une école de jeunes filles, 165 morts. On n'appelle pas ça dégâts collatéraux. Non, parce que dégâts collatéraux, c'est quand on vise une cible militaire et qu'on fait des dégâts ailleurs. Mais là, on a ciblé une école de jeunes filles, 165 filles sont tombées. Les obsèques ont lieu ce mardi. Ça ne s'appelle pas des dégâts collatéraux, ça s'appelle aussi une sale guerre. Mais malheureusement, on est face à un dirigeant qui
n'en a cure des réprobations du monde. Israël, pour ne pas le nommer, dispose de l'arme nucléaire qu'on refuse à l'Iran, en dehors de tout circuit conventionnel international. Israël dispose de cette arme nucléaire qu'on refuse aujourd'hui à l'Iran au point d'entrer en guerre. Or, personne n'est allé chercher l'arme nucléaire iranienne pour la détruire ou pour le retirer de son armement. Or, depuis qu'on a décidé qu'on a arrêté la course à l'armement, Israël ne l'avait pas, mais il a su développer cette arme nucléaire qui en fait aujourd'hui une puissance militaire internationale. Merci infiniment Abdoulaye Cissé pour cette analyse dans ce 20h. Merci Jean-Paul. Nous poursuivons cette édition avec ce tragique accident sur le fleuve Doué à hauteur du village de Mantou dans la commune de Guédé-Village. Le chavirement de l'embarcation a causé la mort tragique de 4 jeunes talibés. Ces talibés se rendaient au champ. Le porte-parole du chef du village demande à l'État d'apporter assistance à ces populations. Amadou Mokhtarba, ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous avons une perte qui nous a frappé ici, une perte lourde. Nous avons perdu 4 de nos fils, des talibés, qui étaient au croisement Bantou. Ils traversaient le fleuve pour partir au champ du Marabout. Au retour, vers 15 heures, ils ont pris la pirogue. L'un d'eux qui pagayait, la pagaie s'est arraché de ses mains. Alors il a eu peur et a sauté. Les autres ont sauté. Ils ne pouvaient pas nager. Tous sont de la même famille. Les sapeurs-pompiers les ont amenés à l'hôpital de Podor. Nous disons à l'État de nous aider, aux pirogues, et surtout aux commissions que le gouvernement avait choisi de nous aider à des gilets de protection. Le reportage Ramadan au cœur des travaux de l'université Souleymane de Matam. Malgré la forte canicule en ce mois béni, ça tourne à plein régime un mois après le passage du ministre des Infrastructures. Les 3000 employés de l'entreprise sont répartis en 3 groupes de 8 heures de travail pour maintenir le cap. Correspondance Matam, Ali Bandagnan. Degrés à l'ombre, ça tourne en plein régime au niveau du chantier de construction de l'université de Matam. Un mois après le passage du ministre des Infrastructures, les 4 JFR sont en finition. L'amphithéâtre et les logements des professeurs presque terminés. En ce mois béni de Ramadan, les effectifs sont doublés pour maintenir le cap. Si nous avons tous jeûné, le travail se passe très bien. Le changement des horaires nous a beaucoup profité. Il y en a qui travaillent le jour, il y en a qui travaillent la nuit. Moi, je fais partie de l'équipe du jour. On est bien payé, on est bien entretenu. On est véritablement très motivé dans ce chantier-là. C'est vrai, c'est dur avec le Ramadan, avec la chaleur, mais on fait, c'est notre métier. Répartis en 3 groupes de 8 heures, les 3000 employés de Dental apprécient leurs conditions de prise en charge. Je suis actuellement, comme nous sommes au niveau des finitions, en majorité, raison pour laquelle on a jugé nécessaire pour augmenter le personnel qui sera chargé des finitions, des enduits à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est à ce stade que nous sommes par rapport à l'effectif. Il y a de jeudi encore, on doit recevoir 50 autres maçons qui vont continuer. Nous avons procédé à cette méthode depuis le passage du ministre. On avait dit que nous allons faire une rotation. Avec le Ramadan, bon, c'est un peu compliqué, mais vraiment on essaie de gérer ça. Parce que les horaires, on peut changer avec l'entreprise. Bon, ici, nous sommes dans les planchers 3e étage, vraiment, on a coulé ça. Donc maintenant, ça reste l'enduit et les cloisonnements. J'espère que vraiment, avec les délais qu'on a retenus avec l'entreprise. C'est depuis 7 heures du matin que les premières équipes du jour débarquent au chantier. Un aménagement des horaires suite au renforcement des effectifs qui justifie le déploiement de tous les intrants nécessaires. Et vous l'avez bien constaté au niveau de la centrale à béton, vous avez trouvé un grand stock de ciment qui est là. Et même derrière vous, ça peut en témoigner aussi. Nous avons un stock de gravier qui est là. Nous avons fait deux dépôts. Il y a un dépôt qui est tout près de la centrale et il y a un dépôt qui est juste au niveau du terrain de sport qui est aussi en cours de construction.
Avec un taux d'exécution qui tourne autour de 80%, l'entreprise malienne accélère la cadence dans le souci de respecter des délais de livraison rappelés dernièrement par le ministre des Infrastructures. Je vous le disais en titre, le CNRA devient Conseil national de régulation des médias. C'était dans les tiroirs il y a 9 ans, le 8 mai de Babacar Diagne, que je vous propose d'écouter. On l'attendait depuis très longtemps. Je rappelais tout à l'heure que depuis juillet 2017, le Code de la presse prévoyait déjà ce texte, prévoyait cet organe. Mais il ne venait toujours pas. Donc il faut s'en réjouir parce que vraiment le problème des réseaux sociaux, c'est le défi majeur pour le monde de ces dernières 30 années. Je disais souvent que www, c'est 666, 666, c'est la place du diable, le chiffre de la bête. Donc vraiment, c'est extrêmement important. Je reviendrai sur le challenge. Mais le premier point que j'ai noté qui me pose problème, c'est la durée du mandat. 3 ans renouvelable. Vous savez, dès que vous fixez un régulateur 3 ans et que vous dites c'est renouvelable, il y a une épée de Damoclès qui perd sur ses épaules, sur sa tête. Parce qu'en fait, si vous devez être renouvelé, si vous voulez être renouvelé, vous pouvez faire des compromissions et ce n'est pas bien. Donc je pense qu'il aurait fallu faire 5 ans ou 6 ans, non renouvelable, non révocable, et puis c'est fini. Maintenant, l'autre point, c'est la presse écrite. Alors, aujourd'hui, dans cet organe-là, la presse écrite entre dans le périmètre d'action de l'organe de régulation. C'est assez difficile, bon, mais c'est original. On ne l'a jamais vu ailleurs, dans les grands pays. Ce 3 mars, l'Assemblée nationale se penche donc sur une réforme majeure du paysage médiatique sénégalais. Les députés examinent le projet de loi portant création du Conseil national de régulation des médias, appelé à remplacer le CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, un texte qui élargit la régulation aux plateformes numériques et aux créateurs de contenu, ce qui renforce donc les pouvoirs du futur organe. Explication Ibrahim Akan. Ce 3 mars, les députés examinent en séance plénière un projet de loi majeur, la création du Conseil national de régulation des médias, le CNRM. Cette nouvelle autorité va remplacer le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, en place depuis 2006 et chargé principalement de réguler la radio et la télévision. Mais le paysage médiatique a profondément évolué avec l'essor des sites d'information, des réseaux sociaux et des plateformes numériques. L'information circule désormais bien au-delà de l'audiovisuel traditionnel. Le futur CNRM aura donc un champ d'action élargi. Presse écrite, presse en ligne, communication audiovisuelle, plateformes numériques nationales et internationales, ainsi que créateurs de contenu. Le texte renforce aussi ses pouvoirs. Le régulateur pourra prononcer des mises en demeure, suspendre des programmes, fermer un média en cas de récidive et infliger des sanctions financières pouvant atteindre jusqu'à 2% du chiffre d'affaires réalisé au Sénégal par certaines plateformes. Le projet de loi insiste aussi sur la protection des mineurs, la lutte contre le discours de haine, la protection de la vie privée et la transparence des contenus générés par intelligence artificielle. Présentée par décret du président Bassirou Diomaye Faye, cette réforme vise à adopter la régulation à l'ère du numérique. Mais son rattachement à la présidence pourrait alimenter les débats lors de la plénière. Si le texte est adopté, il marquera une transformation majeure de la régulation des médias au Sénégal. Les familles propriétaires du titre foncier 1451R sont sorties de leur réserve. Pour la première fois, elles ont organisé une grande marche, une forte mobilisation donc à Diakhaï pour réclamer leur terre après plus de 40 ans de conflit. Estimant avoir remporté toutes les batailles judiciaires dans ce dossier, ces héritiers demandent à l'État du Sénégal de mettre définitivement fin à cette situation. Écoutons Jaraf Mamadou Diop Tchoun, membre de la famille, au micro de Aminata Ba Ousmane Baldé. À une transcription de notre registre foncier par des spécialisations dont ceux qui en sont les auteurs ne sont que des délinquants fonciers. 1451 a une historique et personne ne peut ignorer dans ce Sénégal d'aujourd'hui que le 1451 appartient à la famille Meg. Les instances de gouvernance en ont expliqué
Et nous sommes arrivés à la conclusion que l'autorité de la chose jugée a attribué en plein droit le titre foncier 1451 à la famille pour une contenance de 258 hectares. La SNHLM étant une administration relevant de l'autorité de l'État, ne peut être exclue de l'État quand l'État nous rembourse ou l'État nous renvoie à la propriété définitive de ces terres par la famille Meng et pour la famille Meng. On s'étonne aujourd'hui qu'une administration après la SNHLM se donne le privilège d'affecter des terres, de les vendre ou d'autoriser les gens à construire de façon illégale sans qu'une procédure ne soit au moins autorisée à cet exercice. Nous sommes désolés d'en arriver à ce niveau-là. Nous voulons attirer l'attention de l'autorité, qui du président de la République, qui du Premier ministre, de mettre fin à cet exercice et de laisser la transcription 1451R dans les compétences de l'autorité territoriale de Rufisque. Ne transférez pas nos écrits dans le but de détourner nos terres. Laissez nos écrits tels pour nous rendre nos terres tels que nous les voulons. Et nous en sommes ouverts au dialogue. Face à ces militants hier, le président de PASTEF a évoqué une cohabitation douce avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Selon notre analyste politique, ce sont des menaces voilées. Il déclare que le malentendu entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est pas sans conséquence. Demba Gueye exige une bonne relation entre ces deux hommes pour la bonne marche du pays. Il est interrogé par Cheikh Diop et Diafaraba. Dans le discours d'Ousmane Sonko, on note beaucoup de victimisation. C'est son registre. Il y a beaucoup de victimisation, il y a beaucoup de diabolisation. Le discours d'Ousmane Sonko se construit autour de ces deux concepts, diabolisation, victimisation. Il y a toujours un coupable, il y a toujours une victime. Et on constate qu'il a toujours, depuis qu'il a commencé depuis que les problèmes ont éclaté entre lui et le président Diomaye, et depuis qu'il a commencé à prendre la parole, il a construit un narratif autour de ce diptyque. Il a construit un narratif qui consiste à présenter une victime, la victime c'est lui, et à présenter un coupable. Et le coupable c'est Diomaye, et le président Diomaye. Et maintenant, quand on se pose des questions sur le pourquoi et sur le quoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement, on constate qu'il veut faire croire aux Sénégalais que il y a une situation politique, il y a deux compagnons politiques qui ont cheminé par le passé et que l'un a trahi l'autre. C'est ça véritablement le narratif. L'un a trahi l'autre. Il l'a trahi par rapport à quoi? Et c'est là où les gens doivent se poser des questions. C'est quoi l'objet de la trahison? Parce que je vous le disais tout à l'heure, il s'agit d'un parti politique qui a combattu pour conquérir le pouvoir, qui est arrivé au pouvoir avec un candidat par défaut, on peut le dire et on peut l'accepter. Mais une fois au pouvoir, le parti doit se reconstruire et conquérir à nouveau le pouvoir. Et quand on respecte les règles de fonctionnement démocratique d'un parti politique, normalement, il n'y a pas de candidat pour 2029. On doit passer par des investitures, c'est tout à fait normal. Et dans cet intervalle de temps, chaque militant du PASTEF doit avoir le droit de se présenter. Parlons basketball, à la deuxième fenêtre des étoiles, Diouf qui attend des rectifications de la part du sélectionneur Ngagne Dessa Gana Diop. Reportage, cher Sadibou Diarra. Moyenne avec 2 victoires, 1 défaite. Et puis la défaite du premier match s'explique par l'absence de notre meneur capitaine Branco Badio. Et ça se voyait à son retour lors des 2 derniers matchs. Il va falloir qu'on essaie d'avoir un backup, c'est-à-dire un meneur capable de prendre une très bonne défense qu'il mettait souvent au meneur adverse, les interceptions qu'il faisait. Dessa Gana essaie de faire évoluer ce secteur d'arrière. Point de déborder, de jouer sur des petites post-up. Donc Ibou Faye n'était pas trop à la hauteur. Sané, même si j'avoue c'est un guerrier qui se donne à fond sur le terrain, n'est pas un vrai scoreur. Et voilà, et aussi Moustapha Diop. Évoquons à nouveau cette guerre larvée entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Nous avons donné la parole à un ancien ministre des Affaires étrangères, Madi Kenyan, qui nous fait savoir que les effets collatéraux pourraient se faire ressentir à tous les niveaux, notamment au plan politique, économique, géopolitique et géostratégique. Aminata Mbaresso. Absent de l'espace médiatique depuis des années, Madi Kenyan réapparaît. Cette fois-ci, il s'exprime sur la situation au Moyen-Orient. Il condamne l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei. Je suis vraiment malheureux. Cette guerre va causer beaucoup de désastres. Déjà avec la mort de l'ayatollah Khamenei,
c'est une grande perte. C'est une grande perte. Et tous les musulmans du monde doivent être aujourd'hui tristes pour ce qui se passe aujourd'hui en Iran. L'Iran... Ministre des Affaires étrangères sous Abdoulaye Wade, Madi Kenya salue par ailleurs la posture du Sénégal dans ce conflit. Parce que l'Iran est un pays qui est aujourd'hui habité par le désir ardent d'accompagner tous les pays musulmans. Une fois de plus, il faut que toutes les voix s'élèvent pour que cette guerre s'arrête vite. J'ai beaucoup apprécié le communiqué du gouvernement condamnant d'abord ce qui s'est passé parce que cela n'est pas conforme au droit international. Il faudrait qu'on redonne aux Nations Unies son rôle fondamental. Mais cette agression enlève aux Nations Unies toute forme de pouvoir. Une nouvelle vague de violence qui peut être source d'une stabilité mondiale. Madi Kenya appelle à la retenue et au dialogue. Une fois de plus, il faut que cette guerre s'arrête et qu'on en arrive à la table de discussion très vite parce qu'elle risque d'être très destructive et meurtrière si elle continue. Parce que l'Iran, jusqu'au dernier moment, il va continuer à se battre. Rappelez-vous que l'Iran a fait face à l'Irak pendant 8 ans. C'est une guerre qui a duré 8 ans. Il a fallu beaucoup de courage pour les deux parties d'arrêter la guerre. Je demande aux autorités américaines, aux autorités israéliennes, aux autorités iraniennes et en même temps aussi aux Nations Unies de jouer leur rôle pour qu'on parte vers la table de négociation assez rapidement. Le dialogue, pour lui, est seule source pour une sortie de crise, pour éviter au monde une nouvelle guerre comme celle qui avait eu lieu entre l'Iran et l'Irak et qui avait duré plus de 8 années. C'est tout pour cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Dans un peu plus de 2 heures, Quartier Général, présenté par Elhaj Hassan Gueye et Djenaba Seydouba.